Oh, non, t'aurais pu attendre que j'ai pris mon café au moins. Dans l'état dans lequel elle était, t'aurais pas pu prendre ton café. Plutôt que de torturer la machine à café, tu ferais mieux de faire la grasse matinée. T'as le droit d'en profiter maintenant. Dès que t'auras pris ton café. C'est la centrale. Allô? Bonjour Jean-Luc, c'est Michel Becker. Bonjour, oui. Tu sais, je suis chef d'équipe à la centrale. Oui. Je t'embête des sitôt, mais on a deux cercles qu'on a ici, on a besoin de ton expérience. C'est le circuit primaire, il y a un souci avec les Oui. Écoute, tu me diras le reste sur place, hein. J'arrive tout de suite. C'était le chef d'équipe, il y a un problème à la centrale. Ils ont besoin de moi. Mais il rappelle les retraités? Ils ont l'air un peu dépassés. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais il faut que j'y aille. Il y a moins de 12 paquets de céréales dans ce placard. J'ai besoin de ton aide, je suis un peu dépassé là. Les mêmes qu'hier? Oui. Ok. Devinez qui j'ai trouvé caché sous sa couette. Théo. Théo. Allez. Si on pouvait un peu se dépêcher ce matin. Pourquoi? Je crois pas qu'on soit plus en retard que d'habitude. Ouais, faut que j'y sois plus tôt aujourd'hui. Merci. De rien. Il y a une télé qui vient faire un reportage à la galerie et rien n'est prêt pour l'expo. Je sais, tu me l'as déjà dit. Tu crois que t'aurais le temps de faire un détour par l'école? Là, tu serais presque le mari parfait. Ok. Ah, et n'oublie pas d'aller chercher Julie. Pas de problème. Elle a son grand rendez-vous en ville chez l'ophtalmo à 11h30. Hey. Tu vas au tribunal de toute façon, non? Oui, absolument. J'ai un recours à présenter. Pas envie, mais bon. T'as pas envie? C'est un client qui conteste son retrait de permis. Faut bien aller au charbon. Bon, allez, on y va. Faut manteau. Salut le chat. Salut le chat. Salut le chat. Allez, porte-moi chance. Faut le toucher si tu veux que ça marche. Salut le chat. Bonjour Emma. Bonjour, mamie. Tu peux l'emporter. C'est moi qui te l'ai offerte. Elle est à toi. Oui. Je me souviens, t'avais 8 ans. Tu ne pensais guère aller vivre à Munich en ce temps-là. Je n'en suis qu'au stade des entretiens. Y a rien de sûr. Mais si j'arrive à décrocher ce job, je me suis dit que peut-être on pourrait refaire la déco de ton appart et que tu viennes avec moi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? C'est vrai, c'est toi, c'est pas moi qui ai la bougeotte. Je me trouve bien ici. La bougeotte. C'est plus sérieux que ça pour moi. Je suis journaliste. J'aimerais bien quand même dans ma carrière traiter d'autres sujets que les fêtes de village. C'est normal, non? Qu'est-ce qui est normal? Qui peut le dire, hein? T'as décidé que tu t'ennuyais parce que tu considères qu'on vit dans un pays où il se passe jamais rien. Ta mère était comme toi. Elle aussi était tout le temps à dire qu'elle s'ennuyait dans cette ville. J'ai tout fait pour l'empêcher de partir. Mais au lieu d'arranger les choses, ça a été pire après. Je ne ferai rien pour te retenir. Pourquoi tu ramènes tout à maman? Ça n'a rien à voir, là. Maman nous a abandonnés. Je ne t'abandonne pas. J'ai des projets, mamie. Je serais rassurée de t'avoir auprès de moi. Ah, tu sais bien que mes racines, mes souvenirs sont tous ici. Les bons comme les mauvais, je ne veux pas les quitter. Ton grand-père et moi, on a travaillé dur toute notre vie pour ce confort. Oui, c'est vrai, je sais. Nous voulons rester là où nous sommes. Je sais qu'il faut du courage pour quitter son chez-soi, mamie, mais je te connais. Dès que tu seras là-bas, Je n'ai jamais considéré que quitter tout ce qu'on a est forcément synonyme de courage. Bon. Il faut que j'y aille. Tu sais, le Luxembourg est un pays riche et tranquille. Je ne sais pas si c'est vraiment mérité. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, plus personne n'ose prendre le moindre risque. Oh, mais t'as la tête des bonjours, toi. Bonjour, Nico. Bonjour. J'ai un diplôme de la Deutsche Journalistenschule de Munich. J'en ai un petit peu marre de collectionner les sujets expo. Et tu veux quoi?
Une guerre? Personne ne se regrandit d'une guerre. Même pas les journalistes, crois-moi. C'est pas ce que je voulais dire, tu le sais très bien. J'ai envie que ma grand-mère comprenne que si je veux faire ce métier, il faut que je le fasse à un endroit où il se passe des choses. Emma, si tous les gens doués quittent le Luxembourg, ils laissent le pays sans avenir. Les gens doués, Emma. C'est peut-être ça qu'elle a voulu dire, ta grand-mère. Allez, on y va. Oui, on y va. Ah, putain. C'est quand tu veux, hein? Oui, mais j'arrive. La centrale de Cattenom, elle est à 10 km, 8,5 km de la frontière luxembourgeoise au sud. Et donc elle est à 25 km plus ou moins de la capitale du Luxembourg. Et ainsi, c'est la centrale nucléaire qui est le plus proche d'une capitale en Europe. Ah bah Cattenom, c'est un fleuron du nucléaire français, puisque c'est au terme de puissance, avec ses 4 réacteurs, c'est la 7e centrale nucléaire au monde. Au Luxembourg, beaucoup du tissu industriel est au sud du Luxembourg, donc à moins de 10 km de la centrale de Cattenom. Et le centre financier et la capitale ville de Luxembourg, qui abrite aussi la Cour européenne de justice, la Banque européenne d'investissement, la Cour des comptes, Eurostat, le secrétariat du Parlement européen, tout ça c'est à 20 km. Donc c'est la substance du Luxembourg économique, politique, elle est à moins de 20 km du réacteur de Cattenom et 2/3 de la population de notre nation. C'est quelque part un peu notre centrale parce qu'on l'a devant notre porte. Oui, il y a un site à Volmerange qui est juste en face de Cattenom où ils volent en parapente. Et c'est relativement rare d'avoir du vent d'est. Oui. Le vent prédominant c'est sud-sud-ouest et sud-sud-ouest c'est Luxembourg. Au revoir Luxembourg une fois que ça explose de l'autre côté. C'est fini. Si le vent soufflera de Cattenom vers le Luxembourg, ça peut être une partie importante du pays. Peut-être pas le pays entier, mais quand même une partie importante du pays, 10%, 20%, 30% du pays, ce qui est énorme pour un pays à pouvoir peut-être survivre par après. Ça, c'est un jour où les vents viennent à Luxembourg. Sinon, les vents vont en Allemagne. Et il y a la Sarre, il y a Trèves, la Rhénanie-Palatinat. Et il faut savoir que Cattenom est en Europe le réacteur où autour où à 20-25 km, il y a le plus d'habitants. Donc en fait, c'est le réacteur où s'il y a une panne qui potentiellement affecte le plus de femmes et d'hommes. Ce nuage, dans les premiers kilomètres, les éléments les plus lourds, le strontium par exemple, et puis le césium 137, vont se déposer les premiers. Et ils vont se déposer là où ils peuvent, c'est-à-dire dans des régions qui sont encaissées, dans des régions qui sont boisées, dans des régions qui sont pas faciles d'accès, en tout cas dans des régions où on ne pourra pas décaper 1 mètre de sol. Donc, le Luxembourg sera un pot catalytique parfait pour les émanations de Cattenom si jamais Cattenom partait en vrille. Et donc on peut être content en Europe, puisque c'est le Luxembourg qui va tout prendre, enfin qui en prendra beaucoup, puis c'est pas très important le Luxembourg, enfin je sais pas. Je dois souffler parce que je peux pas l'imaginer. Je crois que le Luxembourg, en tant que nation, je sais pas si on va arriver à survivre. Mais il faut quand même se rendre compte que les premières centrales françaises, Fessenheim c'était la première, et puis d'autres centrales se retrouvent sur les frontières nord-est, donc Belgique, Luxembourg, Allemagne, frontière nord-est de la France. Et ça représente quand même 25% du parc nucléaire français.
De prime abord, on pourrait croire que les centrales nucléaires ont été délibérément placées aux frontières, pour qu'en cas de problème, le vent ou l'eau des fleuves emporte la radioactivité chez le voisin. Mais même si on distribuait de manière aléatoire les centrales nucléaires en Europe, une bonne partie se retrouverait au voisinage d'une frontière, parce que l'Europe est un petit continent, avec plein de petits pays, et donc plein de frontières. Les centrales françaises, en moyenne, n'ont pas de population importante à moins de 15 km. Ça a été un des critères. Les centrales nucléaires ont souvent été implantées aux frontières dans un objectif de développement économique. Il s'agissait soit de zones peu peuplées, peu développées, soit de territoires économiquement sinistrés, comme la Lorraine par exemple, où on espérait favoriser la reprise industrielle grâce à une énergie bon marché. Au niveau de la densité, on a évidemment pris en compte la population française qui avait autour des projets de centrales nucléaires français, mais pas vraiment à l'étranger. Fribourg est tout près de Fessenheim, Bâle n'est pas loin de Fessenheim, Luxembourg n'est pas loin de Cattenom, mais ça n'intéresse personne. Maman, je peux regarder Peppa Pig sur ton téléphone, s'il te plaît? Non, mon chéri, on est presque arrivé. Tu regardes quoi, toi? Toujours les réseaux sociaux. Tu sais, ces trucs sans lesquels ta maman ne pourrait pas vivre. N'importe quoi. Tenez ça, c'est pour vous. Aujourd'hui, un chat tout mignon a échappé à un crocodile. Ah, le pauvre chat! Jean a encore partagé un nouvel article de 53 pages sur le néolibéralisme et ses ravages. Ça veut dire quoi, néolibéralisme? Ah, on n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Personne sauf Jean. Une épaisse fumée noire s'élève d'une cheminée de la centrale nucléaire et dévore tout cru les enfants. C'est pas possible. Faudrait quand même qu'un jour ils reconnaissent que cette centrale n'est qu'une centrale à charbon camouflée. Tu crois que tu pourrais nous déposer devant? Yep. Théo, tu prends ton sac? Tiens, prends ton nounours. J'irai à pied à la galerie. Ok. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour Théo, comment ça va? Ça va bien. Alors, ces crises d'asthme, ça s'arrange? Oui, maintenant qu'elle est suivie, ça va beaucoup mieux. En fait, c'était l'anxiété qui déclenchait ces crises. Mon frère était asthmatique, petit. Je sais ce que c'est. En tout cas, t'as plus peur d'aller à l'école maintenant, hein, Théo? Non. Oui, j'ai bien vu que c'était un petit garçon très courageux. On va quand même pas se laisser embêter par un peu d'asthme. Pardon de vous interrompre, mais la maman de Loris est au téléphone. Elle a l'air très inquiète. Tu peux venir? Excusez-moi. Bonne journée à vous. Oui, à vous aussi. Bisous. Allez. Bonjour. Bonjour. Salut Fab. Ils t'ont rappelé? Ouais. C'est moi qui ai installé les soupapes de sûreté à l'époque. J'en sais pas plus. Et toi? J'étais en congé, ils m'ont appelé ce matin, je suis venu tout de suite, quoi. Et pour le petit Luxembourg, il pourra pas faire fermer les centrales nucléaires françaises. Alors il vaut mieux faire semblant que tout va bien se passer. Ces régions frontalières, marginales, provinciales, ont souvent été perçues par les centres décisionnaires politiques comme des territoires qui n'opposeraient pas grande résistance, voire même qui feraient plutôt bon accueil à ces nouvelles technologies. C'était les plus grandes manifestations qu'on n'avait jamais vues à Luxembourg. En termes relatifs par rapport à une population qui à l'époque avait 450 000 habitants, il y avait presque plus que 5 000 sur les rues, donc c'est des millions si on le comparait à la France. Mais à l'époque, le président Mitterrand m'a écouté avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'intérêt, et il m'a donné raison, et il m'a dit, mais que voulez-vous que j'y fasse? La décision était prise avant que mon mandat n'était entamé d'installer la centrale à Cattenom. En réponse à la protestation croissante contre Cattenom,
La Commission européenne a bien essayé de proposer, au milieu des années 70, que les États membres informent systématiquement leurs voisins s'ils construisaient des installations nucléaires à la frontière. Mais à chaque fois, le gouvernement français a vigoureusement rejeté toute proposition. C'était l'Europe à 12, on avait un conseil des présidents du Parlement, mon contrepart français c'était Laurent Fabius, et le thème c'était comment améliorer l'environnement entre 12 pays membres à l'époque. Alors le président Fabius avait fait un grand discours sur ce qu'il fallait faire, et moi j'ai posé une question, s'il ne fallait pas une réglementation pour ne pas construire de centrales sur les frontières des autres. Alors la réunion s'est terminée assez rapidement. En tant que tel, ça n'est pas attaquable puisque l'État est souverain sur son propre territoire et son territoire s'étend jusqu'à ses frontières. Donc, elle peut très bien choisir le lieu de localisation des centrales nucléaires. Mais dans le même temps, un État a l'obligation de ne pas causer ou de ne pas laisser causer de dommages au territoire des États voisins à partir de son propre territoire. Avec en plus, nous sommes en Europe et il ne faut pas se leurrer à cause de ce foutu article L194 du traité de Lisbonne, c'est le fonctionnement de la communauté européenne. Eh bien, chaque État est responsable et souverain de sa stratégie énergétique. Tant que cette stratégie n'influe pas sur le problème des gaz à effet de serre et donc du climat. Or, le nucléaire ne dégageant pas de gaz à effet de serre dans son fonctionnement, ce qui est vrai, le Luxembourg n'a rien à reprocher à la France avec le nucléaire. Merde, qu'est-ce qu'ils foutent? Pas ici, femme. Tais-toi, on parle après. Jean-Luc, toutes les soupapes de sûreté sont ouvertes. On en a pris plein les dents. On peut plus y retourner. On colle des rustines sur un bateau qui coule. Tant qu'on aura la tête hors de l'eau, ils enverront des gars. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Quoi, tu penses que... on est en train de perdre le contrôle, c'est ça? Et si on n'arrive pas à refroidir? Si on a perdu le contrôle, c'est fini. Avec leur protocole à la con, ils vont prendre 7-8 heures pour informer la population et faire une annonce. Faut prévenir les gens. Pour créer la panique? On peut pas laisser la population sans savoir. Il sera trop tard quand ils feront l'annonce. Et tu proposes quoi? Fais ce que tu veux, mais... moi, je vais faire une vidéo. On informe les gens. On leur dit ce qui se passe et on le fout sur les réseaux. Ok, mais c'est moi qui parle. Je suis à la retraite. J'ai moins à perdre que toi. Je parle, tu filmes. Ok? Ok. Ça suffit, 2-3 questions. Je vous propose de faire l'interview devant cette œuvre-là. Vous nous présentez le projet de l'exposition et... Oui, bonne idée. Comme ça, on ne les dérange pas le temps qu'ils finissent l'installation. Ok. J'ai 2-3 petites questions. Mais commencez par nous présenter l'artiste, ensuite le contexte. Pardon. Oui, Céline? Certains membres de l'équipe voudraient partir. Partir? Pourquoi? Il se passe quelque chose à la centrale. C'est bon là? Tu tournes? Si, je t'assure, ça t'ira très bien des lunettes. Ouais, peut-être. Mais ça va être embêtant pour mes cours de danse. Déjà que la prof arrête pas de me demander de recommencer tout ce que je fais, alors qu'elle dit c'est bien à Zoé dès le premier coup. Tu sais, c'est qu'une question d'habitude. Il faut être patiente, c'est normal de pas y arriver au début. On commence par apprendre, on s'entraîne, et à un moment, ça va tout seul. C'est comme quand t'as appris à siffler, tu te souviens? Au bout d'un moment, ça vient, et maintenant, tu sais bien siffler. Et là, c'est exactement pareil pour la danse.
Il faut commencer par apprendre et ensuite, on sait comment faire. Je suis ingénieur nucléaire. Un accident de niveau 7 est en train de se produire à la centrale. C'est très grave. Si vous le pouvez, éloignez-vous le plus possible de la centrale. Les autorités vont mettre trop de temps à communiquer. Croyez-moi, il faut partir. Vous pensez que c'est vrai? Dans les commentaires, il y a des gens à proximité qui disent voir de la fumée noire depuis ce matin. Ça a l'air vrai, mais il faut vérifier. N'importe qui peut filmer ce genre d'image et les balancer sur les réseaux sociaux. C'est clair. Je vais appeler la rédaction. Ils ont peut-être plus d'infos. Ouais, c'est mieux. Les gars, il y a un truc qui se passe. Et toi, il t'a fallu combien de temps pour devenir avocat? Je t'avoue que ça m'a pris un peu de temps. Ça rentrait pas toujours comme je voulais, mais comme j'avais vraiment envie de faire ça, je me suis accroché et ça a fini par payer. Moi, je crois pas que je veux devenir avocate. Oh, t'es pas obligée, ma chérie. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Des fois, je me dis que j'aimerais bien être vétérinaire. Papa? Ouais, une seconde, ma puce. La voiture, d'accord? Tu me tiens la main et tu la lâches plus. Allez, viens. En cas de sirène et en cas de... J'attrape de la chair de poule. Ce que je ferais, bah, je me sauverais peut-être... Enfin, ça dépend. Peut-être que je me sauverais. Ce que je devrais faire tout de suite, je pense à la famille, et c'est de retourner à la maison au plus vite, et moi je descendrai dans la cave. Je resterai à Valferdange, puisque mon mari dit que Valferdange ne serait pas affecté. Gérer une crise de telle envergure, une évacuation de la moitié du pays vers le nord, avec les effectifs qu'on a aujourd'hui. Mais il y a déjà pas de route pour aller vers le nord. Elle s'arrête à Colmar-Berck. Alors, vous savez, vous avez une route, et puis il n'y a plus rien derrière. Si je me sauve, j'irai pas très loin, car tout au plus tard, après avoir quitté mon village, au premier carrefour d'une route plus grande, il y aura la pagaille. Moi, j'étais comme tout le monde. S'il y avait eu un accident à l'époque à Cattenom, j'aurais pris ma voiture et je serais parti avec les gosses. Pour moi, je ne veux pas dire qu'on est mal préparé, mais on n'est pas préparé parce qu'il n'y a rien à préparer. C'est surtout ça, parce que je pense qu'il y a une grande attente aux pompiers, aux policiers, ou je ne sais pas qui, mais il n'y a rien à faire. Sauf garder les gens dans leur cave, manger les comprimés et rester chez soi, ou soit évacuer. Je vous dirais que j'ai découvert le fait qu'il fallait se confiner quand j'étais radiothérapeute à Nancy, qu'un jour on m'a envoyé le plan Orsecrad, parce qu'en tant que radiothérapeute, j'avais droit à lire, parce qu'en plus c'était secret. Le plan français ne pouvait pas m'être mis à la disposition de tout le monde. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Seulement quelques médecins, parce qu'on manipulait des rayonnements, on avait accès à ça. À l'époque, c'était fou quand même. Hein. C'était fou. Le plan luxembourgeois prévoit des zones d'évacuation où on évacuera immédiatement parce que c'est très proche de Cattenom, et une zone un peu plus large où là on demandera d'abord aux gens de se mettre simplement à l'abri et d'écouter les consignes. Mais convaincre les gens et la population qu'ici ils sont sûrs et qu'il ne faut pas évacuer, je pense que ça donnera quand même un certain trouble au niveau circulation, et je pense en cas d'incident, tout le monde essaye et veut évacuer. Tous les morts qu'il y a eu dans la plupart des accidents de centrales nucléaires, c'est parce que les gens s'affolent, ont très peur, n'ont qu'une idée, c'est d'aller le plus loin possible du lieu de la catastrophe, partent avec leur voiture dans un état d'excitation pas possible, et le nombre d'accidents et d'accidents mortels est très élevé. Les domaines sur lesquels, pour l'instant, on n'a pas de réponse, c'est en fait comment la population va réagir réellement, dans toutes les phases. On devrait frapper à chaque porte pour demander s'il y a encore quelqu'un pour pouvoir l'évacuer. À mon avis, quand même, ça va prendre un certain temps. Et aussi les gens qu'on aura qui ne veulent pas laisser leur maison
qui veulent rester chez eux, qui ne vont pas ouvrir. Alors, le corps grand ducal d'incendie de secours, c'est à peu près un effectif de plus de 4000 personnels. La très grande majorité, ce sont des pompiers volontaires. Une caserne comme celle de chez nous, où on a 40 pompiers volontaires. Si j'aurais une disponibilité journalière de 50% de mes effectifs, c'est 20 pompiers. De notre secteur d'intervention en journée, on a au-delà de 10 000 citoyens. Comment voulez-vous que ces 20 pompiers arrivent à évacuer ou à guider les 10 000 personnes? Infaisable. Ok. Je vous tiens au courant. Merci. Alors? Il se passe quelque chose. Apparemment, une allocution d'urgence du Premier ministre a été annoncée. La direction de la chaîne renvoie tout le monde chez eux. Ils ne gardent qu'une équipe minimale de volontaires pour maintenir l'antenne. Désolée, mais moi aussi j'y vais. Je dois aller chercher mon fils. Je vais chercher mes affaires, j'arrive. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Tu veux qu'on aille récupérer ta grand-mère? De toute façon, j'ai personne à mettre à l'abri. Allez, on y va. Daphné, Stéphanie, on reste assises. Allez. Non, ne cours pas, reste assis. Allez, Félix, descends ce matelas. Dépêche-toi. Super. Avec les autres. Asseyez-vous. Serrez-vous, tout le monde là, ensemble. Tout le monde ensemble. Allez Venez. tous, allez vous asseoir. Marlo, allez, assieds-toi. Là, avec les autres. Allez vous asseoir. Allez les enfants, tout le monde s'assied par terre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème à la centrale. À la centrale? Oui, la centrale nucléaire. Non, mais ça veut dire quoi? Je n'en sais pas plus. C'est le ministère qui m'a prévenu. Essayez de trouver de quoi occuper les enfants. Je reviens tout de suite, d'accord? Ok, les enfants. Et si on chantait Frère Jacques tous ensemble, hein? L'homme qui apparaît dans la vidéo qui met en ébullition tous les réseaux sociaux depuis ce matin semble avoir été identifié. Il s'agit d'un ancien employé de la centrale de Cattenom, un ingénieur en nucléaire parti à la retraite il y a quelques mois. Il est pour l'instant très compliqué d'évaluer le crédit à apporter à ses propos. Pardon, Cathy, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous devons rester calmes et respecter les procédures. La consigne du ministère, c'est de garder les enfants à l'abri. Mais à mon avis, les parents vont vite venir les chercher. Nous devons nous y préparer. Et ça, c'est quoi? Des liodes en pastilles. Les comprimés d'iodure de potassium peuvent être croqués, avalés entièrement. Il y a un accident nucléaire et nous, tout ce qu'on a, c'est des pastilles d'iode. Pardon, mais franchement, c'est un peu ridicule. Non, mais Cathy, c'est l'armée qui devrait prendre le relais, là. On n'est pas préparé pour Valérie, ce genre... notre mission est claire. Garder notre sang-froid et nous occuper des enfants. C'est les enfants avant tout. Tant qu'on n'en sait pas plus, on reste avec eux. Point final. D'accord. Mais plus fort. Chers concitoyennes, suite à un incendie dans une centrale nucléaire chez nos voisins, nous avons décrété l'état d'alerte à 7h35 ce matin. Au regard des informations dont je dispose actuellement, je me vois obligé d'ordonner l'évacuation de toute la population du pays. Chers concitoyens, chères concitoyennes, cette évacuation générale doit se dérouler dans le plus grand calme. Toutes nos forces de police sont mobilisées pour superviser cette opération. Merci de respecter leurs instructions. Restez calmes. On a refait notre plan d'urgence après l'accident de Fukushima. Et une des mesures prises qui allait plus loin qu'à l'époque, c'était qu'on a commencé à distribuer les comprimés d'iode à tous les ménages du pays. L'iode qu'on prend permet de saturer la thyroïde, ce qui évite, la thyroïde étant avide d'iode, de récupérer l'iode 131, produit radioactif fabriqué par les centrales nucléaires et qui s'échappe quand elles ont un problème et qui induit beaucoup de cancers de la thyroïde. Et ça, on sait que c'est d'autant plus efficace qu'on prend l'iode avant d'être contaminé, pas toujours très facile, mais en tout cas au moment de la contamination ou dans les heures qui suivent. Il vaut mieux être prévenu à temps. On s'est préparé d'abord sur des accidents de synergie lente,
Donc des accidents un peu comme à Fukushima, où il y a l'événement déclencheur presque 24 heures avant les premiers grands rejets. Dans ce cas-là, on a le temps de laisser rentrer les enfants. Les enfants peuvent rentrer, peuvent même amener leur comprimé qui est à l'école dans la famille. Ça, c'est le cas où ça c'est faisable, si on a suffisamment de temps entre l'alarme et la partie des rejets. Si on reprend l'exemple de Fukushima, ils ont évacué dans un rayon de 2 km je crois que c'est 5 ou 6 heures après l'accident, puis ensuite 3 km 1 heure après, puis 24 heures après, jusqu'à 10 km ou 20 km. Donc c'est progressif, mais on a plusieurs heures et on a le temps. Si ça va se passer plus rapidement, je dois peut-être seulement évacuer les gens très très proches du réacteur, 2-3 km, mais au-delà, je dois privilégier une mise à l'abri, parce qu'autrement, on risque d'avoir les gens dehors, sur les routes, pas protégés du tout. Le problème, c'est l'ingestion des substances radioactives. On avale des poussières radioactives qu'on ne voit pas, qui sont dans l'air. Ils auront une exposition plus élevée du panache, mais aussi une contamination de la peau. Donc c'est beaucoup plus difficile, des doses beaucoup plus élevées pour la population. Dans ce cas-là, on va privilégier une mise à l'abri. Et c'est pour ça qu'on a aussi les comprimés d'iode dans les écoles et qu'on pourrait faire une mise à l'abri aussi dans les écoles. Les établissements scolaires sont informés, savent ce qu'il faut faire en cas d'accident, et ils savent qu'il faut maintenir les enfants à l'intérieur, calfeutrer éventuellement, et attendre que le nuage fasse son passage. C'est pas facile d'admettre ça pour des parents. Le premier réflexe, c'est de dire on va chercher les gosses et on se sauve le plus loin possible. Non. Pour le dire simple, à l'intérieur d'une maison, on reçoit 1/5 de la dose, tandis que une voiture ne protège pratiquement pas du tout. On a une fine paroi d'acier au-dessus de sa tête. C'est vrai que la contamination se met alors juste au-dessus de ma tête. Je suis irradié beaucoup plus proche de la source. En plus, c'est difficile d'arrêter les ventilations. La voiture n'est pas étanche. Il y a de radioactivité, la contamination qui va rentrer dans la voiture. Je risque même de l'incorporer. C'est pour ça qu'il faut se confiner en cas d'accident nucléaire avant d'être évacué. Et la grande difficulté, je pense, dans ce type d'accident, c'est de garder son calme et d'écouter les officiels et ne pas écouter les réseaux sociaux ou les chaînes d'information en temps réel qui sont dans le sensationnel. C'est rien, t'inquiète pas. Il vient d'avoir un accident et on rentre à la maison. Et maman, et Théo? Ils sont à la maison, Tu vas la bouger, ça casse, lui. Qu'est-ce que tu fous, là? Dégage, on a rien à foutre. Bouge à mon mec, je dis. Je t'emmerde. Nucléaire de niveau 7 en France. Professeur Henry, de quoi parle-t-on? Le niveau 7 correspond à un accident majeur. C'est le niveau le plus élevé de l'échelle INES. On parle donc de rejets radioactifs massifs. Tchernobyl et Fukushima étaient des accidents de niveau 7. Elle est pas là? Non. Je sais pas où elle est, j'arrive pas à la joindre et j'ai pas de réseau. Et les voisins sont pas là non plus. On dirait que tout le quartier est désert. À mon avis, ils ont déjà évacué. Est-ce qu'elle aurait bien pu aller? Faudrait peut-être qu'on pense à se mettre à l'abri nous aussi, non? Ouais. C'est quoi la meilleure route pour éviter le centre? Tu veux éviter le centre? Ben oui. C'est avec le foutoir là-bas, non? Tu crois pas? Si, mais... Non, bien sûr, c'est important de se mettre à l'abri. Mais... Enfin, quoi, Nico? Tu l'as, ta zone de guerre. Tu crois pas qu'on devrait y passer par le centre, filmer tout ce qu'il y a à filmer? J'ai pas souhaité ça. Non, mais ça se passe maintenant, ici. C'est le moment de faire notre boulot, tu crois pas? Les radiations. Je mentirais si je te disais que j'ai pas peur, mais de toute façon, on est en plein dedans.
Alors? C'est de la folie, hein. On fait les images pendant 1 heure max, et on évacue. Ok. Ouvrez! Ouvrez! S'il vous plaît, ouvrez-nous! Y a quelqu'un? Ouvrez cette porte! Calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis venu récupérer ma fille. Oui, reculez d'un pas. Je veux mon enfant tout de suite, ok? Je comprends, mais nous avons des instructions. On ne peut On pas s'en fout de vos instructions. Je veux rentrer tout de suite. Je suis venu chercher ma fille. Monsieur Schmitt, calmez-vous. Qu'est-ce s'il qui dit vous qu'on rend les enfants aux parents qui sont là? plaît. Mais voilà, je croyais, le ministère a dit que... Oui, ça je sais. Bon, c'est sa responsabilité, après tout. Bien, il nous faut Lucie et Adam, Luc... Sandra, Sophie et Jasmine. Et aussi Théo. Je sais, mais Théo n'est pas avec Pourquoi? les Qu'est-ce qui lui est Tout va arrivé? bien. Calmez-vous, Madame Fischer. Théo est dans la salle des profs. Entrez, venez. Vous pouvez entrer. Pourquoi elle et pas nous? Attendez ici, vos enfants arrivent tout de suite. Théo. J'ai eu trop peur, maman. Il a eu une petite crise, mais rien de sérieux. D'accord. Et papa, il est pas là? Il nous attend à la maison. On va bientôt le retrouver. Merci. À demain, Cathy. À demain. Les pulls. Chers concitoyens, chères concitoyennes, suite à un incendie dans une centrale nucléaire chez nos voisins... Sonia? L'état d'alerte à 7h35. Julie? Oui, Théo. Il est là-haut, je voulais pas qu'il voie. Pourquoi il y a plein de valises dans le salon? Julie, on a besoin de toi. Tu veux bien aller aider ton frère? L'aider à faire ses bagages? Oui, mais essaye de... Ne prends que tes affaires préférées. Ce que t'aimes le plus dans ta chambre, d'accord? Et pareil pour Théo. Demain, on va pas aller à l'école parce que je dois jouer avec mes copines et elles vont se demander... Non, ça ne va pas être possible. Comme je t'ai dit dans la voiture, il y a eu un accident et on doit partir très vite. Tu comprends? Tu peux faire ça? Allez, vas-y. Tes affaires préférées? Hervé, de quoi tu parles? C'est une évacuation. Sur le net, ils disent qu'on a besoin d'habits, de nos affaires de toilette, de quoi se nourrir. On a besoin C'était l'enfer dehors. de nos affaires. On n'arrivait pas à atteindre la voiture. Les gens étaient complètement dingues. Si c'est vrai ce qu'ils ont dit à la radio, on a affaire à un accident de niveau 7. Niveau 7, ça veut dire quoi, niveau 7? Pour moi, ça veut rien dire du La tout. centrale est en train de cracher de la radioactivité sur tout le pays. Il faut partir immédiatement. Et ça veut dire qu'on ne reviendra plus. Et ça veut dire qu'il faut prendre tout ce qu'on ne peut pas remplacer, les choses qu'on ne pourra pas remplacer. Les choses qu'on pourra pas remplacer. C'est ça, l'irremplaçable. Tout ce qui est chez nous est irremplaçable. Comment tu veux que je fasse un choix? C'est chez moi, ici. C'est chez nous. Qu'est-ce que tu veux que j'emporte? C'est foutu chat, tu veux que je le choisisse? Non, laisse ce chat. C'est toute notre vie. C'est toute notre vie qui est irremplaçable. C'est toute notre vie. D'accord, ça va aller. T'as les papiers des enfants? Oui. Ok. Mets ça dans ton sac. Mets ça dans ton sac. Prenez vos sacs à dos. Ok. Allez. Je vais à la voiture, d'accord? Merci de respecter leurs instructions. Restez calme.
Madame, n'ayez pas peur. Tout va bien. Madame, nous sommes là pour vous aider. D'accord? Vous ne pouvez pas rester ici. Venez avec moi, s'il vous plaît. Des milliers de Luxembourgeois, Français, Belges et Allemands tentent de fuir l'accident Ils se sont endormis. survenu ce matin en Moselle. Jamais les routes européennes autour du Tu veux un peu d'eau? n'ont été à ce point saturées. Certains pays ont déjà proposé à l'Europe d'apporter une aide logistique et humaine afin de gérer la catastrophe. Cependant, sur le terrain, le chaos sur les routes engendre de nombreuses tensions Putain, qu'est-ce qu'il fout, au sein lui? de la population et les automobilistes. Non, on ne sort pas. Je vais juste voir. De la région Mais vous pouvez pas abandonner votre voiture, vous allez bloquer tout le monde derrière. C'est trop tard pour regarder derrière. Regardez devant vous. Du jour au lendemain, les Luxembourgeois, les personnes physiques, se trouvent déplacés dans un autre pays et leur pays, en quelque sorte, disparaît. L'État disparaît. Il n'y a plus de souveraineté luxembourgeoise. Le gouvernement va peut-être se retirer et va réfléchir à un endroit stratégique, brièvement. Une ambassade luxembourgeoise. À mon avis, la plus proche, c'est celle de Bruxelles. Le droit international a l'habitude de vivre, au moins pendant certaines durées, avec des fictions. C'est-à-dire que il est très vraisemblable que l'on continuerait à tenir le Luxembourg pour existant, même s'il n'avait plus de territoire. C'est une situation qu'on connaît aussi historiquement dans l'hypothèse d'États occupés dont les gouvernements sont en exil ou d'États annexés. L'État luxembourgeois aura un rôle important à jouer d'avocat, de lobbyiste, des demandes d'indemnisation de l'État luxembourgeois, des communes, et des individus et des entreprises. Et il arrivera un moment où ce gouvernement commencera à parler dans le vide. On le sait d'un point de vue historique avec les gouvernements en exil. Si l'exil dure trop longtemps, ceux qui incarnent ce gouvernement ne représentent plus qu'eux-mêmes. Imaginons, nous sommes 10 ans après la catastrophe. Qui sera encore ministre? Qui voudra être encore ministre? Qui voudra encore être député? Si à un moment ou à un autre, on n'a pas un coin de terre où cet État peut s'enraciner, cette fiction ne pourra pas résister au temps. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Les îles dans les Caraïbes ou ailleurs qui risquent de disparaître à cause de la montée des eaux auront des problématiques similaires. Mais si un État disparaît du fait de la montée des eaux dans le Pacifique, aucun autre État n'a un intérêt particulier à lui faire don d'une partie de son territoire. Là où, dans l'hypothèse d'un accident comme Cattenom, on aurait clairement un responsable désigné. La France ne pourrait pas dédommager le Luxembourg. Elle ne pourrait pas reconstituer le Luxembourg. Financièrement, ça dépasse les capacités du budget français et de très loin. Des solutions intermédiaires seraient imaginables sur le papier. Qu'un État accorde une partie de son territoire, c'est-à-dire permette à ce groupe de Luxembourgeois de s'établir et d'avoir une certaine autonomie culturelle, juridique, etc. Nous serions une minorité en France ou en Belgique ou en Allemagne peut-être, comme une minorité linguistique. Donc l'élément territorial de l'État sera là. Mais ce qui va manquer, c'est l'argent. Le Luxembourg perdrait effectivement des recettes absolument majeures, toutes les recettes de la place financière, toutes les recettes liées à l'activité qui se déploie aujourd'hui au Luxembourg, notamment l'activité des fonds d'investissement. Mais est-ce pour autant que les États européens qui accueilleraient les Luxembourgeois et qui toléreraient cette fiction d'État accepteraient que le Luxembourg reste une juridiction fiscale, qui pourrait avoir des fonds investis, qui pourrait avoir des sociétés incorporées? Eh bien, je pense que la tolérance des partenaires de Luxembourg, malgré les circonstances dramatiques de l'espèce, serait que non, le Luxembourg ne pourrait sans doute pas devenir le paradis fiscal ultime, le trou noir absolu de la fiscalité internationale. Les sommes bilantaires de tous les fonds d'investissement et de toutes les banques à Luxembourg dépassent quand même les 5 000 milliards d'euros, ce qui fait quand même
beaucoup d'argent. Évidemment, dans le cadre de l'indemnisation d'un nombre important de victimes, nous avons besoin des fonds nécessaires. Ces provisions sont aussi investies dans des fonds à droite à gauche, et en particulier au Luxembourg. Pour imaginer seulement l'impact de ce dont je parle là, 5 000 milliards d'euros, une banque comme Lehman, qui a elle seule provoqué une crise mondiale financière puis économique, avait une somme de bilan de quelques 700 milliards de dollars. Donc bien inférieur au total de la place financière du Luxembourg. Je crains que va se poser la question, est-ce qu'il n'est pas stratégiquement plus intéressant de fermer boutique ? Et peut-être ce seront les autres États qui vont fermer les portes, les frontières, histoire d'empêcher d'autres de s'introduire sur cette zone irradiée. Bonjour Nico. Salut. Ça devient une habitude. Hein. Tu vas pas nous en vouloir? On a entendu un bruit de moteur. On s'est dit que c'était Nico et ses drones à la con. Vous les avez tous flingués. Alors, qu'est-ce que je risque cette fois? La santé, comme à chaque fois. Allez, vas-y, fais ce que t'as à faire. Combien de caméras on t'a confisqué jusqu'à présent? Au bout d'un moment, faut que tu comprennes. Faut vraiment que tu comprennes. Je t'aime bien, Nico. Je t'aime vraiment bien. Mais la prochaine fois que je te vois ici, on tirera en l'air. Et si jamais t'as pas déguerpi sur le champ, on visera les genoux. J'espère que j'ai été assez clair. Je peux y aller là. Tu t'en vas.
Bonjour. Bonjour. Hervé Fischer, je voudrais bien parler à Jean-Luc Auduet. Mon mari ne veut plus parler aux journalistes. Attendez, je ne suis pas journaliste, je suis avocat. Il a déjà un avocat. Oh, laissez-nous tranquille, s'il vous plaît. Écoutez, madame, j'ai fait un très long chemin pour venir jusqu'ici. J'ai emprunté une bagnole tellement pourrie que je ne sais même pas si je pourrais rentrer avec. C'était très compliqué pour moi de venir jusqu'ici. J'en suis désolée. Non, ce que je veux dire, madame, c'est que j'ai pas fait tout ce chemin pour vous embêter. Je suis venu pour aider. Laissez-moi parler avec votre mari. Laisse. Ma femme vous l'a dit. J'ai déjà un avocat. Mais un avocat que vous payez très cher, n'est-ce pas? Personne ne travaille gratuitement, monsieur. Moi, si. Je vous offre mes services et tout cela sans honoraires. Et pourquoi? Ce que vous représentez est plus grand que vous-même. Vous ne devriez pas être tout seul dans ce combat. Et aussi que moi-même, j'ai un compte à régler avec cette catastrophe. Et puis, vous nous avez sauvé la vie, en quelque sorte. Vous habitiez au Luxembourg? Je vis dans un camp maintenant. Et vous avez besoin de travail? Non. Vous êtes tout seul dans le box des accusés, et ça, je ne peux pas l'accepter. Je suis tout seul parce que Fabien a disparu. C'est avec lui que j'ai fait la vidéo. On l'a pas retrouvé après la catastrophe. Ce n'est pas de Fabien dont je voulais parler. Je dois vous défendre. Votre cause est aussi la mienne. Depuis longtemps, on s'est interrogé sur, par exemple, ce qu'on appelle les pathologies liées à l'exil. Une fois qu'on a donné l'ordre d'évacuation, c'est là que les choses, effectivement, vont se compliquer. Parce qu'il faut héberger, il faut soigner, il faut prendre en charge psychologiquement les gens. Et surtout, il faut préparer l'avenir. Ce qui se passe, c'est la perte des repères. Tout ce que je suis et tout ce que je possède se trouve dans une zone que nous venons de décrire comme la zone sinistrée. On n'a plus accès à notre façon d'acheter à manger, de préparer les repas. Oui. Enfin, tout est... Si on doit déplacer demain 400 000 personnes vers le nord du pays, il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'infrastructure pour accueillir cette population. Hein. Or, tout ça, ça génère un état physique d'hypervigilance, parce que des choses auxquelles on n'a pas besoin de faire attention, tout d'un coup, deviennent un objet d'attention et de préoccupation. Qu'est-ce que ça produit? La vigilance, ça produit physiquement des tensions dans les muscles, des douleurs, ça empêche le sommeil, donc la fatigue, donc tous ces états de douleur chronique ou de fatigue chronique qui vont avoir un bouillon de culture pour s'installer. Allez demander aux gens de Fukushima l'effet que ça peut faire de devoir partir avec un délai de 2 heures. Sachant qu'on ne pourra jamais revenir, j'en ai rencontré des gens, qu'on ne pourra jamais revenir reprendre ces vieilles photos de famille, par exemple, même les regarder, c'est terminé. Quand il y a de l'incertitude sur notre avenir, en pleine catastrophe, on vient se remplir avec de la nourriture. Et ce qu'on voit dans des populations exilées, c'est beaucoup de pathologies liées à la nourriture, c'est-à-dire le surpoids, le diabète, les déséquilibres nutritionnels. Et ça paraît quelque chose d'incurable parce que les racines qui y conduisent, on n'arrive pas à les détricoter, quoi. Mon seul espoir dans une telle situation serait que mes 2 enfants, qui sont aujourd'hui des adultes, soient assez internationaux pour trouver une vie ailleurs. Moi, franchement, je n'en aurais plus. Ça illustre parfaitement le malentendu qui peut survenir. Une personne exilée à la suite d'une catastrophe, mais elle n'a pas subi peut-être de radiation. Mais alors de quoi elle se plaint? Et alors on va chercher des radiations cachées, alors que ce qu'il faut reconnaître, c'est que vivre une catastrophe de ce genre, ça puisse avoir des effets physiques, psychiques, d'une ampleur considérable. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement, sans chercher des désordres biologiques qu'on ne trouvera pas forcément, reconnaître ça et donner un nom médical, par exemple, syndrome d'exposition, mais pas au sens d'une exposition niveau d'irradiation, mais on a été exposé à une catastrophe. À partir du moment où ils franchissent la frontière, ils passent du statut de déplacé à celui de réfugié. Avec cette petite particularité quand même, c'est que comme ce sont des ressortissants européens pour la plupart, il n'y a pas de problème de régularité d'entrée et de séjour comme ça peut être le cas pour des personnes qui viennent d'en dehors de l'Europe.
Donc ils deviennent des réfugiés. Ils auront à vivre des choses assez inédites pour des exilés, puisqu'on leur reprochera de se plaindre alors qu'ils sont gâtés par les conditions économiques qui étaient les leurs au départ, quoi. Le luxembourgeois a devoir toujours se justifier, comme quand on est de confession musulmane, on est toujours obligé de se justifier. Non, je suis pas islamiste. Non, voilà. Bah là, le luxembourgeois sera obligé continuellement de se justifier pour dire non, je ne suis pas un expatrié richissime. Et oui, j'ai tout perdu. Quand on perd l'État, c'est comme si on perdait ses parents. Un bon nombre de réfugiés politiques qui ont vécu cette situation sont littéralement en demande d'adoption et vont faire tout pour être adoptés le plus vite possible. Ils vont tout faire pour plaire à leurs supposés parents d'adoption. Ils vont apprendre très vite le français, se convertir à une autre religion, y trouver un travail, etc. Et la consécration de cette adoption, c'est le statut de réfugié politique. Il a cette fonction-là au niveau de l'inconscient au fond. C'est-à-dire que on va pouvoir vivre à nouveau, refaire des projets, s'installer, parce qu'on est à nouveau inséré dans une filiation qui nous donne la force et la légitimité pour entreprendre. Juridiquement, ça pose problème, parce que réfugié, c'est une personne qui fuit une persécution. Alors, sauf à considérer qu'une explosion, un accident nucléaire est une persécution, mais il y a quand même l'élément intentionnel qui manque. Là, on fuit une calamité technologique. Il n'y a pas de texte qui le prévoit en tant que tel. Alors ça, c'est peut-être un problème qui va se poser aux luxembourgeois. Parce que qui osera leur dire « votre pays est définitivement perdu ». Abandonnez-le, faites le deuil de votre pays. Personne n'osera dire ça. Salut. Bonsoir, Nico. J'ai eu Olivier Reichmann au téléphone. Le mec du gouvernement? Provisoire, oui. À la fin de l'année, la délégation luxembourgeoise veut faire un compte-rendu de la situation devant l'ONU. Ils aimeraient bien projeter un film à la fin des discours. C'est une belle opportunité. Ouais, sauf qu'ils me demandent de l'inédit. Autre chose que ce qu'on a déjà mis en ligne. La fin de l'année, ça nous laisse quelques mois. C'est peut-être le moment de le faire, notre documentaire. Depuis le temps qu'on en parle. Si on veut faire un gros coup, il faut cette interview avec Jean-Luc Audier. C'est lui qui a déclenché l'alerte sur les réseaux sociaux. Ouais, et monter en parallèle des plans de Luxembourg. Des images d'archives? Non. T'es retourné sur le site? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu veux, Nico, hein? Qu'est-ce que tu veux? Il faut que t'arrêtes avec ça. Un pays tout entier pourri sur pied, ça pose de problème à personne. Parce que personne n'est là-bas pour se rendre compte du désastre. C'est facile d'oublier ce qui se passe quand tout est caché derrière un mur de barbelés. Alors c'est à nous de leur rappeler, de leur montrer. Emma! Nico. Emmène-moi avec toi. Vous emmenez? Sur la zone. La prochaine fois, emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Pour y faire quoi, Catherine? J'ai besoin d'y retourner. C'est plus fort que moi. Ça me tord l'estomac de savoir que je ne peux plus y retourner. J'ai besoin de revoir les rues de mon enfance. Tu comprends? Le Luxembourg que vous avez connu n'existe plus.
S'il devait y avoir une situation de crise et que les Luxembourgeois devaient définir où et avec qui ils vont vivre, je pense qu'une majorité dirait « Je veux vivre dans une communauté où j'ai au moins régulièrement accès linguistiquement au luxembourgeois ». Le luxembourgeois, c'est le francique mosellan où il y a des mots très anciens qui sont encore différents de tous ceux qu'on a dans les autres pays. C'était la langue que parlait Charlemagne. La question, c'est évidemment, est-ce qu'on pourrait préserver la langue? Les enfants des réfugiés iraient dans une école en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Belgique, ou peut-être plus loin encore. La langue va du coup disparaître. Ils parleraient la langue des écoliers ordinaires de ces écoles. Les luxembourgeois seront éclatés, ils vont encore le parler entre eux un certain temps, mais de génération en génération, le nombre de luxembourgophones se réduira. Il n'y aurait que les parents qui peut-être continueraient à parler le luxembourgeois, ça se perdrait peu à peu. C'est très difficile d'avoir eu des parents qui ont été apatrides, qui ont été déracinés par la violence, évidemment, de leur lieu. On sent qu'il y a un vide derrière eux, c'est ce que j'appelle les affects de la langue maternelle. On sent qu'ils se réfèrent à un lieu qui a disparu. Qu'est-ce qui se passerait avec le travail de mémoire sur cet État, sur cette nation, sur ce passé collectif, lorsque les gens sont un peu dispersés dans le monde? Est-ce que c'est juste un souvenir personnel, individuel, familial, qui est cultivé à travers les générations? Si au bout de 2-3 générations, les Luxembourgeois peuvent retourner dans leur pays, à partir du moment où la langue première du Luxembourg que parlait leur grand-mère ne leur a pas du tout été transmise, ce n'est plus dans leur pays qu'ils retournent. Ils retournent dans un territoire fabriqué à partir d'une localité qui existe, mais la culture elle-même, les liens familiaux, littéraires, politiques, historique n'existe plus. S'il reste un gouvernement, une gouvernance politique, quelles sont les politiques des mémoires qui sont mises en place, des monuments qui sont construits, donc avec quel message? Est-ce qu'il y a un but d'un retour prévu, comme on le voit aussi avec d'autres diasporas qui cherchent à revenir, ou est-ce qu'il y a une résignation à vivre dans d'autres pays, d'autres situations, et quand même de garder un certain héritage culturel? Une culture disparue, on peut faire des soirées artistiques, des soirées folkloriques, on peut faire des conférences, c'est très, très important, mais c'est pas ça qui fait revivre la culture. De mon pays, on parle comme de paradis fiscal. Pour beaucoup de Français, c'est une station de métro et un palais ou un jardin. J'aimerais surtout que les gens, après Cattenom, se souviennent de Luxembourg comme une terre d'accueil. Oui. Un pays qui a quand même aussi maintenant plus de 50% de non-luxembourgeois qui habitent son territoire. Un pays généreux. Donc tout ça se perdrait et je pense que ce serait un certain cœur de l'Europe qui serait vide. Tu aurais une pièce d'un euro, s'il te plaît? J'ai réussi à joindre le responsable des investigations de l'armée. Ils abandonnent les recherches. Merde. Tiens. Merci. Fabien reste officiellement porté disparu, mais ils ont fouillé toute la région qui borde la zone. Ils disent que s'il est en zone contaminée, c'est un corps qu'ils vont retrouver. Alors ils préfèrent laisser tomber. Ils disent qu'il n'est pas le seul. Beaucoup ont disparu pendant l'évacuation. Et aujourd'hui, je suis le seul responsable. T'as rien fait de mal. T'as vu une catastrophe arriver, t'as voulu prévenir tout le monde. T'as pas posé de bombe. Il y en a qui disent que c'est moi qui ai appuyé sur le détonateur. C'est l'heure. L'audience va commencer.
on est toujours journaliste. Exactement. On a notre propre chaîne et on documente l'après-catastrophe sans filtre. Ah mais oui, je connais cette chaîne. C'est vrai? Oui. Est-ce que ça vous dérange si je vous pose quelques questions ici? Non. Super. Je vais vous interroger sur votre expérience personnelle. N'hésitez pas à parler bien fort. Ça tourne. Pouvez-vous nous raconter brièvement comment vous avez vécu l'après-catastrophe ces 3 dernières années? Je crois que ça a été difficile pour tous les Luxembourgeois qui se sont retrouvés en première ligne face au désastre. Nous avons été forcés de partir vite, les familles ont été séparées, certains d'entre nous sont en France, d'autres en Allemagne. Les responsables politiques sont inactifs, ils ne réagissent à aucune de nos questions. Ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de trouver au plus vite un responsable. Théodore déjà, tu te rends compte? Et Julie, elle rentre à quelle heure? Elle a la permission de rentrer plus tard. Ah ouais. Tu sais que ça lui fait du bien, ces petites soirées entre copines. Ces soirées entre copines. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est une grande fille maintenant. J'ai été interviewée aujourd'hui. Ah ouais? Tu te souviens, le jour de la catastrophe, une journaliste était venue à la galerie pour faire un reportage. C'est elle que j'ai croisée à la manif, avec son caméraman. Elle m'a posé des questions à propos du procès. Ensuite, on est allé prendre un café, on a continué à discuter. Pour moi, ce serait une bonne idée que tu la contactes. Et qu'est-ce que ça changera? Ce n'est pas en rencontrant une journaliste de plus que ça nous permettra de faire avancer les choses. Crois-moi, c'est pas qu'une journaliste de plus. C'est quelqu'un qui a vécu la même chose que nous. Elle vit aussi dans un camp de réfugiés, avec sa grand-mère. Le bureau de Pierre Madurin a essayé de me contacter aujourd'hui. Si jamais j'arrive à le convaincre de nous soutenir... Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de lui. Je t'ai déjà dit ce que je pense de ce mec. Tu perds ton temps avec lui. Pour le moment, il ne t'a rien fait d'autre que des promesses sans jamais s'engager. La solution ne peut pas venir d'un politique qui ne sait rien faire de plus que des discours. D'accord, n'empêche que j'ai besoin de son soutien. Je n'existe pas pour le grand public. Mais c'est pire encore quand je fais face aux autres avocats. Quand je me lève en audience, ils me regardent comme si je n'étais pas vraiment un des leurs. Et le pire, c'est que je leur donne pas vraiment tort. J'ai passé le gros de ma carrière à porter des dossiers en croisant les doigts qu'ils soient complets. Notre combat est juste et nous devons le gagner. Oui, mais tout ça, je fais pas le poids. Il nous faut un nom avec nous. Quelqu'un qui défend officiellement notre cause et quelqu'un qui sait parler devant les caméras. Si c'est une caméra qu'il te faut, je devrais pouvoir t'arranger ça. Il n'y en aura peut-être qu'une, mais elle va compter. Quand j'étais étudiant, on savait que le droit nucléaire, c'était toujours un droit à part. Les traités qui existent en matière d'accidents nucléaires, leur but est précisément, à titre exceptionnel, de limiter le montant de la couverture des dommages par l'État responsable sur le territoire duquel l'explosion a eu lieu. La Convention de Paris nous impose, pour pouvoir couvrir un exploitant nucléaire, d'émettre une police à 700 millions. C'est 3 fois rien. Et ça s'arrête là. Mais le Luxembourg n'a pas ratifié ces traités, et heureusement. C'est vrai que c'est ridicule par rapport à ce que pourrait être un sinistre nucléaire. Et comme le sinistre de Fukushima est a priori estimé en coût final prévisible autour de 70, même plus, milliards de dollars, vous imaginez qu'entre 700 millions et 70 milliards, il y a un énorme gap. Avec la loi qui est entrée en vigueur en juillet 2020, on a essayé de bien cadrer les dommages, en pointant du doigt qu'il y a des dommages corporels, qu'il y a des dommages de biens, qu'il y a des manques à gagner, qu'il y a des dommages immatériels, c'est-à-dire la culture, l'environnement. On montre par la loi que ces dommages existent. Nous, on respecte à la fois les conditions qui nous sont imposées par la loi et puis les contraintes économiques des exploitants nucléaires. En revanche, il est absolument évident
que, en cas d'un accident nucléaire majeur, les assureurs et probablement les exploitants n'auront pas les moyens d'indemniser la totalité des victimes. Et il faudra que l'État se pose vraiment la question. Et je pense que depuis Fukushima, il commence à se la poser. La nouvelle loi luxembourgeoise a au moins l'avantage de faire prendre conscience du stress de la population luxembourgeoise, mais ça vous donnera pas le retour au pays, ça vous donnera pas retour à la valeur, enfin à toute la culture luxembourgeoise. Enfin c'est disparu quoi, point barre. On revient pas en arrière. On a beau vous dire qu'il y aura un retour à la normale, il y aura vraiment un monde d'avant et un monde d'après. Oui, ça s'est très bien passé, je suis très confiant. Maître, pardon, vous auriez 2 minutes à m'accorder? Oui, d'accord, je vous rejoins tout de suite. Oui. Vous m'aviez promis une interview avec Monsieur Odieu. Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas encore prêt. Laissez-moi lui parler avant. Là, c'est trop tôt. C'est vraiment important. Je sais, mais pour le moment, il refuse toute interview. J'essaie de le convaincre, je vous le promets. J'ai vu de la fumée, j'ai crié au feu. Est-ce que ça aurait été pire si j'avais rien dit? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on se trompe de débat. La question, c'est qui a allumé le feu? J'ai vu les choses se dégrader lentement à la centrale. J'étais proche de la retraite. Et la lassitude a commencé à prendre le pas sur mes scrupules. J'ai oublié que j'ai toujours une responsabilité en tant qu'ingénieur du nucléaire, même à la retraite. Notre travail n'est pas simplement de permettre à un interrupteur d'allumer la lumière. Il est aussi et surtout de protéger la population contre tout danger. Et la retraite n'est pas une barrière devant cette responsabilité. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté. Merci à vous aussi, vraiment. Non, merci à toi, Emma. Ce que tu fais avec ta chaîne est important. Nico disait toujours que c'était à nous de témoigner de la situation. Que personne ne le ferait mieux que nous-mêmes. Il s'est épuisé à me le prouver, il s'est jamais arrêté. Mais bon, il avait raison. Personne ne le fera mieux que nous-mêmes. Salut, mamie. Bonjour, Emma. Ça s'est pas bien passé, ton interview? Si, au contraire. C'est exactement le témoignage qui me manquait. Tu sais, je suis sûre que Nico serait très fier de toi, ma chérie. Mais tu dois penser à te ménager. C'est vraiment pas le moment de me ménager. Ce qu'on a vécu fait partie de l'histoire de notre pays et on doit s'en souvenir. Oui, mais avec les souvenirs, tu sais, faut pas trop s'encombrer. Il y a les bons et les mauvais. L'important, c'est de pouvoir trouver le bon équilibre dans tout ça. On peut se permettre parfois d'oublier certaines choses et de faire remonter les bons souvenirs à la place. Je sais, c'est qu'on se trompe de débat. Et c'est lesquels, les bons? La question, c'est... Allez, viens goûter. Je te remercie, mais là, j'ai vraiment pas faim. S'il te plaît, viens goûter. Mamie, je suis en plein boulot. Emma.
s'il te plaît, m'en donne pas trop. Mamie, t'es Knidlen. J'en ai assez des rations qu'on nous donne et qui n'ont pas de goût. La dernière fois que j'en ai mangé... C'était il y a une éternité. Tu te souviens? Tous les samedis jusqu'à ce que tu partes pour tes études. Allez, mange. Ça va refroidir.